Ça. Bonsoir Martino, comment tu vas? Bonsoir Abdou, je vais très bien. Et toi? Ok, ça va aussi. Cette interview est réalisée dans le cadre du projet Visage de possibilités, qui est une initiative qui consiste à mettre en valeur ou à parler des histoires des talents ou des groupements qui ont réalisé des choses en Afrique et ces choses-là sont exportables. Une possibilité de les répliquer dans d'autres pays. Et, et on a noté de façon significative les avancées, c'est-à-dire une amélioration de vie des gens qui sont dans le mouvement ou dans la communauté, et aussi une possibilité qu'on puisse en parler. Lorsque quelqu'un parle d'un événement, on puisse dire, ah oui, non, ça on connaît. Peu importe le pays, les gens connaissent l'initiative ou soit la personne. Donc voilà pourquoi est-ce que le projet est là. Donc c'est beaucoup de structures qu'on a. Cette interview est la deuxième pour l'instant. Il y aura d'autres après. Donc, on commence comme ça. C'est de voir comment est-ce que, lorsqu'on parle de, là, c'est le TDEV en fait, c'est de voir comment est-ce que toi, responsable, premier responsable de TDEV, quand on parle de TDEV, quelle est l'image qui te vient en tête? Qu'est-ce qui te vient comme ça, un clin d'œil? Donc voilà, ça c'est la première question pour pouvoir voilà, baliser le terrain et de balancer les autres. Alors, merci beaucoup Abdou pour l'opportunité de parler encore une fois enfin, de ce que TIDEF fait et tout dans l'écosystème numérique francophone. Donc, quand on parle de TIDEF, l'image qui me vient en tête, c'est, disons, une image d'une organisation qui œuvre en fait dans le numérique pendant plus de 4 ans et principalement qui aide les jeunes en fait à plus ou moins se préparer aux carrières du numérique en développant des compétences dans les domaines comme les sciences de données, l'intelligence artificielle, le développement logiciel, la blockchain et tout. Et voilà, c'est également une communauté très active en fait dans l'Afrique francophone avec plusieurs axes de développement qui favorisent vraiment la croissance des jeunes. Donc, en quelques mots, c'est l'image en fait de TIDEF qui me vient. Euh, voilà, quand on me pose la question. Ok. Déjà, tu as déjà avancé sur la discussion. Donc, c'est de voir, c'est-à-dire, c'est d'aider les jeunes dans le domaine, dans la carrière tech, n'est-ce pas? Pourquoi avoir choisi la tech? Tu pouvais prendre autre domaine carrément. C'est vrai que tu as une formation tech, mais pourquoi directement vers la tech? Et quelle est la cible? Est-ce que ce sont les étudiants, ceux qui n'ont pas d'emploi, ou carrément ceux qui veulent faire une reconversion, en fait? C'est une très bonne question. Bon, euh, pourquoi la tech? La tech parce que euh, aujourd'hui, le numérique gouverne entièrement le monde et voilà, on tend vers plus euh, on tend vers plus vers un monde gouverné par, je vais dire, tout ce qui est numérique. Donc, j'ai choisi en fait le domaine du numérique parce que déjà, c'était un domaine qui me passionnait. Donc, disons que, bon, moi, à l'époque, moi, j'étais en sciences physiques et je m'intéressais au numérique. Donc, durant tout le processus d'apprentissage, en fait, fait, du métier en question, j'ai rencontré plusieurs obstacles que j'ai trouvé ou bien que j'ai jugé bon, en fait, de pouvoir résoudre à travers une initiative comme TIDEF. Et en matière d'obstacles, premièrement, pour moi, quand je commençais, parce que faire une transition plutôt des sciences physiques vers l'informatique, ce n'était pas trop évident.
C'était pas évident parce que voilà, il fallait une formation adaptée pour pouvoir embrasser ce domaine. Et moi, quand je commençais, j'avais aucune formation. Il me fallait, disons, beaucoup d'heures, beaucoup de nuits de travail, d'apprentissage. Je me rappelle encore, j'apprenais vraiment des langages de programmation, enfin, presque en fait toutes les semaines. Et voilà, il me fallait vraiment me mettre à jour à niveau. Et d'un point de vue réorientation, je dirais en fait que, ou bien transition, je dirais en fait que c'est beaucoup de travail. Et du coup, pour faciliter un peu en fait, je vais dire cette transition, pour faire n'importe qui voudrait soit s'améliorer déjà dans le domaine ou carrément faire une transition, bah ouais, il fallait forcément une communauté. Une communauté, pourquoi? Parce que les communautés, ça aide déjà à pouvoir s'entourer de bonnes personnes qui vont forcément t'aider à pouvoir évoluer dans ta carrière. Une communauté, parce que avec une communauté, il y a une forte chance en fait que facilement tu puisses réellement voir l'exemple de qui tu veux devenir et être inspiré, ce qui va te motiver sur la voie. Et ces sortes de soutien, moi, je ne les avais pas quand j'ai commencé en fait l'initiative en question, TDEV. Et du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, j'ai choisi le numérique. Et également, je dirais aussi que, voilà, quand on a commencé en 2020, il n'y avait pas, enfin, c'était plus ou moins dans la période, c'était pas encore la COVID, mais c'est venu juste après. Donc, euh, disons que le numérique, comme on était au Togo, le numérique était quasiment pas visible du tout. Genre, il y avait, disons, aucune communauté, il n'y avait aucune activité dans le numérique, il y avait juste rien. Et donc, ajouté à ça, on s'est dit, bah, faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Faudrait quand même qu'on arrive à pouvoir regrouper les informaticiens, les passionnés du numérique, discuter. Même s'il n'y avait pas, disons, en fait, des moyens assez clairs pour pouvoir y arriver, on s'est lancé. Donc, voilà. En tout cas, le défi est là, le défi est clair. Quand tu parles de 2020, bon, tout le monde sait ce qui s'est passé après. Tout ce, quand je dis tout le monde sait ce qui s'est passé après DTF, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de DTF, bon, moi, j'ai fait quelques recherches aussi et puis on se connaît légèrement. Avant DTF, c'est un vide, c'était un vide. Peut-être il y avait des choses, mais il n'y avait pas assez une grosse lumière dessus, il n'y avait même pas de lumière dessus, on ne savait pas qui faisait quoi. Et il y avait une certaine opacité pour les jeunes venant des écoles de pouvoir adhérer aux initiatives. Mais CIDEF s'est montré comme une communauté de jeunes, pour les jeunes et par les jeunes. Ça fait que voilà, ça a pris quasiment tout ce qui venait de l'école. Et c'était juste après, il y a eu Covid, tout le monde était à la maison, le robinet qui sortait par-ci, par-là, et CIDEF a pris. Donc je vois, l'élément déclencheur, si je peux le dire, c'est cette volonté-là de regrouper les gens, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, en Maintenant, effet. en une phrase, qu'est-ce que ça peut être la mission? Est-ce que c'est de créer une communauté, c'est de regrouper les gens ou quand on dit dev maintenant, en une phrase, qu'est-ce que tu veux qu'on garde si on a à garder quelque chose? D'accord. Euh, En une phrase, TDEV, c'est la mission ou bien notre vision. Disons en fait que TDEV, en termes de mission, notre mission, c'est de pouvoir préparer la jeunesse africaine aux carrières numériques en développant des compétences dans les domaines comme les sciences de données, le développement logiciel, l'intelligence artificielle et la blockchain. Donc, on va au-delà de ce qu'on appelle une communauté classique. On ne fournit pas ou bien on ne fait pas que regrouper des jeunes. On forme ces jeunes, on les outille,
à travers plusieurs initiatives. Donc, il y a des formations en bonne et due forme qu'on a, qui sont en fait des carrières PAF que ces jeunes peuvent suivre pour devenir un professionnel ou bien des professionnels dans le domaine du numérique, parce que le numérique en soi est vaste. Comme je l'ai énoncé il y a quelques instants, il y a beaucoup il y a beaucoup de secteurs comme beaucoup d'activités, le développement logiciel, les sciences de données, l'intelligence artificielle. Mais quand même, à titre dev, on s'efforce de pouvoir créer des formations spécifiques à ces cursus-là ou bien à ces carrières PAF pour que les membres puissent développer leurs compétences. Maintenant, on fait également des regroupements à travers plusieurs activités que nous organisons parce que un point aussi important dans le numérique, c'est ce qu'on appelle les soft skills, les compétences relationnelles. Donc, on essaie également de pouvoir améliorer ce côté-là de nos membres en les aidant à travers des formations spécifiques en présentiel et tout. Et du coup, TIDEV est beaucoup plus qu'une communauté. On ne regroupe pas que les jeunes, on les forme, on les outille, on les aide, on les trouve même des opportunités de travail. Oui, tout à fait, c'est assez clair. C'est assez clair, oui. Quand je t'écoute, je vois déjà le cheminement, ou sinon je vois déjà quand même la vision. J'ose croire que tu ne serais pas seul, tu n'es pas seul, que tu ne serais pas seul tout au long de ce parcours-là. Là, je me dis, dans le courant de 16 défis et pourquoi pas défis ou opportunités, quelle a été est-ce que tu as une anecdote, une histoire, que ce soit drôle ou pas drôle quand même, que tu peux peut-être partager un peu avec nous? Ah. Ouais, je dirais en fait que peut-être au début, on ne voudrait, quand on avait commencé TIDEV en soi, on ne voulait même pas créer une communauté. Genre, on ne savait même pas de quoi il s'agissait. Je pense que c'est après TIDEV en fait que il y a eu la naissance de plusieurs autres communautés. Et aussi, c'est quand même bien parce que ce sont des jeunes qui sont passés par TIDEV, qui sont toujours dans TIDEV, mais euh, on est content quand même de pouvoir voir l'évolution parce qu'il ne s'agit pas juste de mentorer ou bien de guider quelqu'un, mais il s'agit de permettre à ce que cette personne qui a été mentorée puisse à son tour maintenant mentorer les autres. Donc, je pense que c'est un peu ça le cheminement de TIDEV. Mais au début, en fait, on n'avait aucune idée de tout ça. C'était pas clair, c'était même pas défini. On voudrait juste vendre les t-shirts. Donc, vendre les t-shirts dans le sens sur lequel, en fait, en vrai, bah, on avait trouvé, je crois, des t-shirts de Google à l'époque qui étaient partagés sur la plateforme LinkedIn, si je ne me trompe pas. Et on s'est dit, bah, il n'y a aucun truc comme ça à lever. Créons des t-shirts pour les technophiles et puis vendons. Et du coup, bah, on s'est dit, OK, d'accord. C'est vraiment comme ça que, en fait, est né TIDEV, même si derrière, on a nos passions et tout, qui nous ont rattrapés après, et puis on a inclus tout ça dedans. Mais au début, avant même que ce soit une communauté, c'était comme ça. On a dit, OK, bah, alors vendre les gadgets pour les technophiles. Donc, bien sûr, bien évidemment, on a commencé par vendre les gadgets. On a vendu des gadgets, euh, on a vendu les t-shirts et tout. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait créé un groupe WhatsApp dans lequel on mettait, je vais dire, enfin, on intégrait les clients, en fait. Voilà. Et du coup, bah, c'est là, en fait, qu'on essaie maintenant d'activer la communauté. Donc, on envoie les messages et tout.
Et à un moment donné, on s'est rendu compte que, genre, même sans notre supervision, les informaticiens, les technophiles et tout se parlaient entre eux. Ce qui est un peu normal, mais c'était intéressant de voir parce qu'on considérait les technophiles, encore une fois, comme des personnes très introverties. Donc, on ne s'attendait pas à voir, en fait, les développeurs, les informaticiens se parler entre eux. C'était, c'était comme un miracle, en fait. Et du coup, on s'est dit, bah, attends, et si vraiment ces personnes qui ne se connaissaient même pas ont été intégrées dans un groupe et tout d'un coup, en fait, elles ont commencé par se discuter, enfin, discuter entre elles, c'est que, bah, faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, on va officialiser, en fait, l'aspect communautaire de TIDE. Donc, voilà, c'est un peu ça une histoire assez drôle, en fait, derrière toute initiative. Mais là, Si bon, je peux- après, bon, on a toujours gardé cette branche, en fait, de vente, enfin, des gadgets. C'est vraiment pour, je vais dire, give back, en fait, à la communauté parce que, vu qu'on est principalement à but non lucratif, tout ce que nous faisons, voilà, c'est soit, enfin, comment est-ce que nous trouvons de l'argent, c'est soit à travers les donations et tout. Donc, il y a ce côté comme même shop qui est là. Si une personne veut des gadgets tech, elle peut facilement les trouver et tout. Donc, voilà. Oui, tout à fait, ouais. Mais bien avant, T-Dev, il y avait eu Flutter Togo. Je pense que c'était toi aussi, non? Tu étais à la tête de Flutter Togo, ou bien. Oui, oui. Bon, Mhm. Flutter, c'est c'est plus une communauté genre spécifique à la technologie Flutter, que j'utilise d'ailleurs jusqu'à présent. Euh, Disons que je faisais partie des leads, mais je n'étais pas, enfin, seul à la tête, c'est ce que je voulais dire. Mais voilà, il y avait cette communauté à l'époque, mais c'était beaucoup plus spécifique à la technologie flotteur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas broad, genre, ça ne permettait pas, en fait, disons, à une personne qui faisait autre technologie de vraiment se sentir à l'aise, en fait, dans cette communauté-là. Oui, Voilà. tout à fait. Euh, voilà, on enchaîne en même temps. Tu disais tout de suite, tout à l'heure, que vous avez eu à mentorer les gens et qui sont devenus bon, sont devenus aussi des mentorés. Il va falloir qu'ils puissent grandir eux aussi et créer d'autres communautés. On a vu, hein, après T-Dev, là, aujourd'hui, on a quoi? On a plusieurs communautés, hein, de Oui, dev. on a plusieurs communautés. On a Python, on a Laravel, on a même la communauté des communautés encore. Bon, récemment, j'ai vu ça Ouais. aussi. Alors, je me dis, mais Mhm. qu'est-ce qui... C'est vrai, on peut dire que vous êtes l'un des pionniers dans le domaine. À part être pionnier, qu'est-ce qui fait de vous ou de T-Dev le caractère unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique parmi toutes ces communautés? On est unique parce que, premièrement, ces communautés euh, ont été créées par des personnes, des membres de TIDEV. Et ce sont plus des personnes, comme je le disais, qu'on a eu à déjà suivre, on a eu à déjà coacher, à conseiller, à mentorer. Donc, on est très fiers quand même de les voir être actifs maintenant. Et je vais dire aussi améliorer l'écosystème à travers aussi de telles initiatives. Maintenant, notre caractère unique demeure dans le sens dans lequel nous, on forme. On forme et puis euh, on trace la voie. Oui, oui. On est pionnier en fait de plusieurs choses. Et c'est vrai même qu'à un moment donné, on a oublié ce côté, on travaille seulement, on voit plusieurs similitudes. Mais c'est ça le fait à être pionnier. Le pionnier, il crée et puis les autres le suivent. Le pionnier, il invente et puis les autres copient. Donc, c'est comme ça que comment dire, nous
nous faisons tout en fait pour pouvoir pérenniser en fait notre communauté à nous. Et on est unique aussi dans le sens dans lequel déjà on a beaucoup plus de membres. Actuellement, on est à plus de 2000 membres actifs et c'est énorme. On ne touche pas que le Togo, on est vraiment dans la sous-région. Tous les pays francophones, il y en a des membres de TDF qui sont dans ces pays-là, enfin, ou bien qui sont originaires de ce pays. Et les chiffres sont là. C'est aussi pareil pour nos différentes initiatives, quand on les lance et tout, les chiffres sont là. On a, je vais dire, une couverture dans la sous-région. On a fait des partenariats aussi avec plusieurs organisations leaders. Et c'est des, comment dire, c'est des initiatives que personne d'autre à partir d'elles ne fait encore. Donc, nous, on va très loin en trouvant des partenariats stratégiques qui, non seulement sont bénéfiques pour les membres de la communauté, mais également pour les outsiders, ces personnes qui voudraient maintenant intégrer en fait la communauté. Donc, et puis, il y a vraiment du travail acharné qui est fait derrière. Notre team travaille énormément pour pouvoir en fait continuer par produire du meilleur en fait à nos membres. Et voilà, donc c'est un peu ce que je dirais. Et voilà, à part ça, voilà, on a eu quand même à représenter notre communauté à travers plusieurs grands événements. Donc ça nous met, ou bien ça nous positionne comme pionniers. Et je suis fier de le dire parce qu'on a eu, par exemple, à participer aux événements au Rwanda, même aux États-Unis, et la liste ne fait que continuer. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais le côté qui, je dirais, me passionne ou bien qui me fait plaisir personnellement, c'est vraiment de voir en fait l'écosystème, ce que ça devient aujourd'hui. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et on espère quand même que ça puisse évoluer encore plus. Euh, voilà, donc, disons, quand on avait lancé TDEV à un moment donné, on s'est dit en fait qu'on allait créer ce qu'on appelait les Google Developer Student Clubs. Donc, on n'est pas affilié à Google, bien sûr, mais on s'est dit, bah, attends, ça s'appelle les GDSC. Les GDSC, il n'y en avait aucun au Togo. Il n'y en avait aucun du tout au Togo. On a ramené l'initiative du Bénin. On a ramené l'initiative du Bénin. On a créé, je crois, c'était 2 ou 3 clubs la première année. Ensuite, il a suivi 2 autres clubs. Ouais. Maintenant, comment est-ce qu'on l'a fait? C'est parce que on avait recensé en fait des jeunes on les trouvait assez top en fait pour pouvoir prendre le devant de telles initiatives. On les a coachés, on les a formés, on les a préparés aux interviews. Il y avait, je crois, dans la première année, tous ceux qu'on a préparés aux interviews, ils avaient réussi. Et c'est comme ça qu'on a importé en fait ces initiatives au Togo. Et nous sommes très fiers de le faire, même si on n'est pas affilié à Google, on va le faire. Et c'est comme ça qu'on a fait pour d'autres communautés comme Open Source Community, Africa et tout. Donc, sincèrement, c'est comme ça nous faisons en fait. On ne veut pas juste rester TDF, mais si on trouve des initiatives ailleurs qui sont intéressantes, on les importe au Togo. On essaie en fait de pouvoir redynamiser l'écosystème avec en fait. Et donc c'est quelque chose voilà qu'un pionnier ne peut que faire parce que si tu n'es pas pionnier, si tu n'as pas le désir, l'ambition, la volonté de faire de telles choses, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir, tu vas te dire bah, c'est pas la peine et tout, je garde ma communauté à moi, mais c'est pas ce qu'on est en train de faire. Et c'est celle lead-là de CGDSC et tout, qui finalement, vu qu'ils ont appris maintenant comment diriger et tout, ils se sont dit, bah, OK, moi aussi, je vais aller créer pour pouvoir aider les autres. Et c'est ça, en fait, je vais dire, mentorer quelqu'un qui devient maintenant un mentor ou bien un lead pour pouvoir leader aussi les autres. C'est vrai, tu vois. Donc,
Voilà un peu. Tout à fait, je vois, tout à fait. Mais je vais revenir sur quelque chose que tu viens de dire au niveau de la team. Tu dis que la team derrière travaille très, très fort. Tu as dit en amont même que c'est à but non lucratif. Ça, c'est normal. Mais comment est-ce que tu fais pour motiver les gens? C'est-à-dire, comment tu fais? Est-ce qu'il y a une technique, il y a une stratégie? Comment tu le motives? Bon, en fait, moi, je ne sais pas si je motive. Ces personnes qui travaillent, ces personnes, ces admins, ne sont pas à titre employé, par exemple. L'idée, c'est vraiment de les associer à l'initiative afin de permettre à ce que ça pérennise. Mais il y a aucune garantie pour que voilà, ils soient intéressés. Mais c'est en fait, je ne sais pas. Je dirais en fait que je suis un peu comme un pêcheur de talent. Et c'est comme ça, c'est une stratégie propre à moi qui me permet facilement de pouvoir trouver des personnes qualifiées, adaptées en fait à ce que je veux faire. C'est pareil aussi quand on créait les clubs et tout. Fallait trouver des leads, de vraies personnes, pas des personnes un peu aux motivations mitigées. Donc, pour TDEV spécifiquement, disons, on a une team de personnes qui sont engagées dans la cause, qui savent ce qu'on est en train de faire. Et en fait, ils voient en fait tout ce qui se passe. Ils prennent part aux décisions les plus importantes de l'organisation, même si on a également un conseil euh, d'administration. La team prend activement part en fait aux décisions. Donc, ce n'est pas une team enfin, de volontaires, non, non. Mais c'est une team vraiment, c'est la team en fait. C'est CityDev marche, c'est nous. CityDev ne marche pas aussi, c'est nous. Donc, c'est un peu ça. Je vois, C'est un peu ça. ça montre déjà une implication presque totale. Tout le monde a son poste au même moment. Il y a une sorte de, voilà, chacun essaie d'aider l'autre s'il peut et tout ça là. Mais c'est pas aisé, hein. C'est pas aisé de diriger comme ça. Mais parce que je sais de quoi j'en parle. Toi-même, tu sais, j'ai aussi beaucoup de communautés. C'est pas aisé. Ouais, Les gens, ouais, bon, c'est pas aisé. bref, les gens rencontrent ce qu'ils veulent, mais après, c'est autre chose qu'ils font. Ça, c'est Oui, en fait, ouais. c'est un peu normal et clair. En tant que leader, enfin, en tant que président d'une communauté, moi, je dirais en fait que c'est c'est un peu ça. Le problème, c'est que tu ne pourrais pas aussi faire grand-chose comme ça parce que soit les personnes veulent, soit ils ne veulent pas. Oui. Et surtout en matière d'association, quand tu as des personnes avec qui tu travailles et qui ont, c'est un peu normal, eux aussi ils ont des charges à gérer. Ils doivent payer le loyer par exemple, ou bien les frais d'électricité et tout. C'est vraiment aussi compliqué de pouvoir maintenir un engagement, je vais dire, actif pendant une très longue durée. Donc, je dirais en fait que la clé, c'est vraiment de trouver des personnes qui réellement veulent en fait je vais dire, faire part de l'initiative en tant qu'administrateur ou bien membre de l'équipe. Et comment est-ce qu'il faut retrouver cette volonté-là? Ce n'est pas juste un jour que, par exemple, tu contactes la personne et tu lui dis, bah, tiens, écoute, je veux que tu fasses part en fait du truc. Aujourd'hui, on a des administrateurs, enfin des, des membres de la core team, tant pour moi, qui, disons en fait que plus de 4 ans, ils étaient là, ils travaillaient, genre, ils nous aidaient d'une façon ou d'une autre, par exemple, lors de nos événements, ou bien il y en a certains d'autres, eux-mêmes, ils viennent nous proposer des initiatives. Et ça nous a pris pratiquement plusieurs années, disons 3 ans, avant de pouvoir onboarder ces personnes.
Donc, ça veut dire que nous, au-delà même de vouloir juste te contacter pour dire, bah, tiens, viens travailler avec nous, on attend plutôt que toi, tu viennes. C'est comme ça qu'on retrouve vraiment l'intérêt, en fait. Voilà. Parce que si moi, je viens, si le problème, c'est que quand tu veux chercher quelqu'un, à condition que ce soit temporaire, peut-être pour un événement, une activité, ça, c'est très simple. Mais à long terme, le problème, c'est que quand moi, je viens vers toi et je dis, bah, tiens, écoute, je veux que tu travailles avec moi, c'est certain que la personne va dire oui. Soit la personne dit oui par rapport à ce qu'elle sait de l'initiative, soit Oui. la personne va dire oui par rapport à ce qu'elle sait de moi. Donc, Oui. il y a les deux cas. Voilà. Maintenant, ça, c'est juste un intérêt temporaire. C'est juste un intérêt temporaire. C'est que la personne, elle est émue par ce que je lui ai dit clairement. Et puis, elle se dit, bah, écoute, OK, allons-y. Mais moi, je n'ai pas besoin de telle personne à long terme. Parce qu'à long terme, la personne se dira, bah, tiens, je n'étais pas trop intéressé, hein, mais j'étais un peu plus influencé par soit je vais dire, le niveau de l'organisation, soit la personne même qui m'a parlé. Et donc, à fin de compte, ça revient à la même chose parce que c'était comme si tu avais des personnes qui n'étaient pas intéressées, mais qui sont influencées par toi et tu vas leur parler et tu penses en fait qu'ils sont intéressés parce qu'ils ont dit oui. Non, non. Donc, nous, on ne veut rien de tout ça. Donc, le but, c'est vraiment d'être là et de choisir, en fait, je veux dire, les meilleurs pour nous, les meilleurs des personnes qui vraiment veulent contribuer et les garder. Et il n'y a pas aussi moyen d'avoir, je ne sais pas, 10 personnes, par exemple, autour de soi si il n'y a rien qui se fait, en fait. Ce n'est pas la peine. Si j'ai 2, 3 personnes qui réellement sont engagées, qui font les choses, ça va aller. Maintenant, la communauté est censée évoluer dans le sens dans lequel on voudrait bien, à un moment donné, avoir des membres, enfin, des employés qui sont payés pour ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, donc c'est un peu ça ce qu'on voudrait à l'avenir. Mais jusqu'à ce que ça n'arrive, on est obligé en fait de pouvoir travailler avec une team restreinte en qui on a plus confiance parce que à TDEV, on a vraiment cet aspect confidentiel parce qu'on fait énormément de choses. Et du coup, on ne voudrait pas aussi avoir des personnes qui partent après aussi aller divulguer nos informations ailleurs et tout. Donc, c'est ultra important. Oui, tout à fait, tout à fait. Tu viens d'aborder un sujet aussi qui m'intéresse aussi, c'est l'argent, ouais, voilà. Mais je vais occulter un peu l'argent et dire, bon, comment est-ce que, au-delà de pouvoir payer des gens, c'est-à-dire dans l'avenir, bien sûr, hein, comment est-ce que tu vois T-Dev dans 5 ans, 10 ans? Comment est-ce que tu vois l'écosystème aussi dans 5 10 ans? D'abord, T-Dev d'abord et l'écosystème. Ah, c'est c'est une question assez difficile à répondre. Bon, disons, dans 5 ans, je vois T-Dev ayant son propre espace, son propre ouais, son propre institut, sa propre institution sur place, genre en présentiel, que ce soit au Togo ou bien dans un autre pays, mais avec des programmes assez détaillés et libres d'accès pour permettre à ce que les jeunes puissent apprendre dans le numérique. Mais au-delà d'informations basiques, mais s'accentuer plus en fait sur les technologies nouvelles comme l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, tout ce qui va suivre en fait dans 5 ans. Et je le vois aussi, je vois T-Dev partout en Afrique, beaucoup plus connue que ce qu'elle est aujourd'hui et avec plus de notoriété et plus de partenariats stratégiques pour aider ses membres. C'est comme ça que je le vois. Et en termes d'événements aussi, bah, notre festival, dans 5 ans,
je le vois encore plus grand, organisé dans plusieurs pays de la sous-région, toujours avec le même objectif, rassembler les technophiles. Euh, donc, c'est un peu ça ma vision de TDF dans 5 ans. Et dans l'écosystème numérique en soi, c'est compliqué de le dire, si je vais être honnête, parce que euh, je n'ai pas une idée assez claire par rapport à ça. Si je prends juste, pour exemple, les 5 dernières années, je dirais vraiment que tu devrais booster vraiment l'écosystème. Et je sais et je suis conscient en fait que euh, plusieurs des institutions aussi reconnaissent cet aspect. Donc, le truc, c'est que dans 5 ans, je vois l'écosystème émerger quand même, avec plus d'organisations, plus de communautés. Euh, Vraiment, c'est ce que je dirais. Maintenant, au-delà de ça, c'est que c'est clair qu'il y aura une évolution dans je vais dire, dans l'acquisition de compétences, mais ce pourquoi je n'ai pas pour le moment, ce sur quoi je n'ai vraiment pas encore pour le moment une idée assez claire, c'est l'évolution du marché de l'emploi togolais ou bien de la sous-région Afrique francophone et tout. Ça, c'est compliqué à dire. C'est vraiment compliqué à dire parce que je sais que les métiers vont émerger, mais en termes d'adoption du numérique, il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-bas pour que nous puissions arriver aussi à se dire, bah, tiens, écoute, les choses évoluent, puis nous aussi, nous évoluons avec. Voilà. Parce que quand on prend, en fait, nous, on travaille au niveau de la jeunesse. Maintenant, au niveau des entreprises, ce qui se fait, parce que nous, on n'est pas positionné là-bas, mais là où ça le touche, c'est que les personnes conformes doivent travailler en entreprise. Et il faudrait vraiment qu'un travail structuré soit fait là-bas pour qu'on puisse assurer que, voilà, dans 5 ans, les métiers vont émerger. Si aujourd'hui, un informaticien se fait payer à, je sais pas, 200 000, qu'on puisse espérer que, pour ce même travail-là, il puisse être payé à 1 million, par exemple, dans 5 ans. Donc, c'est un peu le souhait, mais ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Donc là-bas, c'est un peu compliqué. Mais globalement, TDEV en soi, je nous espère beaucoup plus fort, beaucoup plus excellent et vraiment beaucoup plus dirigé vers la sous-région avec des événements aussi intéressants que ce que nous faisons déjà et puis beaucoup plus améliorés euh, et plus assucés. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, parlons d'entreprise. Comment est-ce que tu vois que la communauté peut faire, en fait? Parce que Ah, la question que tu viens de poser revient chaque fois, en fait. À quoi sert d'avoir des hum, écoles qui forment et à la fin de la journée, les gens ne seront pas employés? À quoi ça sert? je crois que les, les écoles, les universités, ils font ce qu'ils doivent faire. Il y a peut-être 2 ans, je dirais pas la même chose, mais ils ne peuvent pas faire mieux, en fait, dans le sens selon lequel, même s'ils peuvent faire mieux, il y a des lois, des règles à suivre. Donc, d'où l'importance d'avoir des communautés. Et c'est partout, en fait, c'est partout. C'est partout comme ça. Maintenant, en termes d'émergence, oui, il faudrait forcément, en fait, que les universités, les institutions puissent arriver à pouvoir émerger plus, hein, pour pouvoir réellement faire apprendre ce qu'il faut apprendre à l'étudiant pour pouvoir être compétent. Maintenant, globalement, si, enfin, je veux parler en fait voilà, est-ce que tu peux me rappeler ta question, s'il te plaît? Je voulais savoir qu'est-ce que les communautés ou les écoles peuvent faire. Maintenant, bon, tu as parlé Ah, des écoles quand même, c'est déjà bon, mais les communautés, par exemple, comment est-ce que les communautés peuvent influencer quand même euh, ah, les talents ou merci. carrément les entreprises à recruter, en fait. Pour Ah, moi, ok. excuse-moi le terme, tu vois, par exemple, moi, je suis dans le design, toi, tu le sais, c'est facile de recruter un dev, hein. C'est très, très facile, hein.
Même si c'est mal payé, mais quand même, c'est facile. Mais c'est totalement difficile de recruter un designer, en fait. C'est-à-dire, on se dit, c'est pas utile, ce truc-là, quoi. On peut nous-mêmes faire des écrans sur un paper design. On peut faire un paper design, excuse-moi. Et là, on demande au dev d'intégrer, et puis il intègre, il passe la journée, quoi. Mais, mais comment est-ce qu'on fait pour que cette mentalité puisse changer directement en Afrique? Mais j'en bute même sur une autre question, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour que cette mentalité puisse changer en Afrique de l'Ouest francophone? Pourquoi pas d'ici 20 ans, hein? Voilà. Surtout 20 francophone, ans, c'est toujours, quoi. beaucoup. On reste là-bas. Voilà. 20 ans, c'est beaucoup. En fait, il faut un travail, il faut un travail communautaire. Ça, c'est vraiment ce que des communautés doivent faire. C'est un peu ça le rôle des communautés. En fait, considérons les communautés comme les syndicats. Tu vois, les syndicats, ce qu'on sait, c'est que c'est quand même des formes de regroupement qui définissent des lois, des règles que, je dois dire, qui vont gouverner en fait un domaine spécifique. Donc, quand je prends le domaine du transport, par exemple, il y a le syndicat enfin, pour les chauffeurs et tout, qui fixe par exemple les prix et tout. Ouais. Donc, considérons les communautés tech en fait comme étant ou bien faisant partie en fait de telles initiatives. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire. En fait, il y a d'un point de vue, d'un premier point de vue, il y a un problème budgétaire qui se pose, il y a un problème financier qui se pose. En fait, en ayant travaillé avec plusieurs entreprises au Togo, je dirais en fait que ils veulent travailler avec des bons. OK? Ils veulent travailler avec des bons. Ils veulent embaucher les meilleurs designers, développeurs et tout. Mais à la fin de la journée, il y a un problème de fond, en fait. Comment est-ce qu'ils font pour payer? C'est ça le truc. Et moi, je ne prends aucune défense de qui que ce soit ici, mais moi, j'en ai vu plusieurs. OK? Ils veulent travailler, mais à la fin de la journée, ils vont payer le designer, ils vont payer le développeur, ils vont payer tel, tel. Et du coup, vu qu'eux, ils sont toujours dans l'optique de réduction de coûts, ils optent en fait aux compétences dont ils ont le plus besoin. Voilà, donc, c'est pas qu'ils n'ont pas besoin des devs, des designers, mais ils se disent, bah, OK, j'ai besoin du designer pour me designer un truc que le dev va utiliser. Donc, afin de compte, le produit final du designer, c'est le dev qui l'utilise. Donc, vu que j'ai pas assez d'argent, je prends plutôt un dev qui me façonne un truc et on y va avec. Et c'est pour ça aussi que les devs sont devenus maintenant tout terrain, en fait. Ils sont obligés maintenant d'apprendre le design ou bien d'aller faire des recherches sur des plateformes comme Dribble pour trouver les UI graphiques et tout, venir customiser et voilà, maintenant développer un soi-disant interface bancale avec. Donc, le problème, en fait, c'est que, comme je le disais, le premier problème, c'est qu'il y a un problème financier. Si les boîtes n'arrivent pas à s'en sortir, c'est clair qu'il y aura toujours une réduction, tant pour moi, du personnel de l'entreprise. Voilà, ça c'est le premier problème. Donc, avant de vouloir même qu'on travaille en fait sur le côté activisme pour pouvoir permettre à ce que les entreprises puissent embaucher plus de designers ou bien d'autres métiers corps, il faudrait qu'on voit cet aspect. Voilà, il faudrait qu'on voit cet aspect. Maintenant, pour nous, en tant que communauté, la stratégie à adopter, elle est simple, c'est que faudrait qu'on arrive à pouvoir montrer le bien fondé, en fait. Enfin, c'est pas que le bien fondé, c'est que c'est là, c'est clair qu'un designer est important pour une boîte avant de réussir, tout comme un développeur. Mais il faudrait réellement qu'on puisse accentuer là-dessus, plus insister là-dessus, à travers aussi des initiatives et plus, je vais dire je sais pas, je vais dire ça comme ça, mais
Dès décembre, par exemple, on peut décider aujourd'hui, on fait une campagne sur 2 semaines où on passe auprès des entreprises et on leur montre en fait comment est-ce que les choses se passent. Ce n'est pas une formation, ce n'est rien du tout, c'est qu'on y va, on rencontre le DG, on lui dit, bah, tiens, nous on est là pour te dire en fait que prochainement, il faut prévoir des développeurs, enfin des designers dans ta team parce que tout comme le développeur, le designer il est important. Il est important pour ce que tu veux vendre et il est important pour pouvoir euh, trouver le moyen facile de pouvoir faire connecter tes utilisateurs à ton application. C'est comme du genre, si aujourd'hui tu n'as pas une interface qui est propre et tu n'as pas une interface intuitive, le temps d'écran de tes utilisateurs dans ton téléphone va diminuer totalement. Parce que, en fait, tu n'as pas trouvé la bonne stratégie pour pouvoir réellement driver ces utilisateurs, bien les faire connecter. Et par exemple, on peut dire, OK, c'est l'exemple que TikTok utilise, par exemple, ou bien que telle autre boîte utilise. C'est pour ça que quand on rentre sur TikTok, même si c'est développé par les développeurs, quand même, on reste là-bas trop longtemps. Et donc, le temps d'activité ne dépend pas du développeur, mais ça dépend du designer ou bien du UX designer qui a travaillé en fait sur le truc. Donc, en fait, c'est des stratégies pour pouvoir vraiment montrer le bien fondé en fait du fait d'avoir une équipe design. Et c'est psychologique, en fait, c'est psychologique. Ça va travailler pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an, 12 mois, avant qu'il y ait plus d'ouverture. Tu vas voir que la même boîte chez qui tu es allé, le jour où il va finalement comprendre le bien fondé de la chose, il va faire tout maintenant pour pouvoir inclure au moins un designer dans sa team. Et c'est petit à petit qu'il va commencer par voir les résultats. Parce que ici aussi, il faudrait être result driven. C'est vrai qu'on y va parler en fait à ces personnes et tout, mais est-ce que réellement on a les designers qu'il faut au Togo pour pouvoir faire de telles choses? Disons, on parle de TikTok là, on dit en fait que voilà, en fait, le temps d'écran de TikTok ne dépend pas du développeur qui code. Ça dépend du US designer qui a travaillé derrière le projet. Mais est-ce qu'on a réellement de telles personnes au Togo qu'on peut facilement trouver et qui peuvent en je ne sais pas, en peut-être 6 mois de travail, transformer totalement une application togolaise, 100% togolaise, à être beaucoup plus intuitive et faire connecter plus de personnes. Et comme ça, si aujourd'hui je prends Move Togo ou bien Move Africa, leur application, ou bien je prends Togocom, ou bien le YAS, je le prends aujourd'hui, si je prends leur application, est-ce que moi, en tant qu'utilisateur, aujourd'hui en 2025, si je viens dans leur application et je passe peut-être 30 minutes, est-ce que c'est possible que après que une telle équipe est passée chez Togocom et explique le bien fondé d'avoir une équipe design, est-ce que si je reviens dans cette application 6 mois après, est-ce que mon temps d'écran va changer? Ça va dire un peu. Donc, si on n'a pas vraiment de telles personnes au Togo et que derrière, on va faire de la com ou bien de la promotion du métier et on repart et que ça ne change pas, c'est grave pour nous. Donc, en fait, il faudrait qu'on travaille, comme je le disais, on fasse un travail de vulgarisation et on fasse également un travail de formation. De formation pour pouvoir améliorer le niveau des designers existants à pouvoir inclure. Enfin, c'est aussi clair que on ne peut pas avoir à la fois le US design et du UI design, les deux. Peut-être certains vont vouloir le faire et d'autres pas. Mais dans le sens dans lequel il faudrait qu'on trouve quand même les bonnes personnes qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir réellement apporter un plus en fait à ces organisations. Donc, c'est vraiment un travail. C'est vraiment un travail et ça peut prendre, je sais pas, 2, 3 ans, 5 ans, mais ce serait bien quand même qu'en 2020, en 2030, les choses puissent changer et que réellement ce côté-là aussi soit entre griffes fixé. Et nous, on peut passer sur ça hein, en tant que communauté dev. En fait, T-Dev n'est pas une communauté en soi spécifique au dev. On est vraiment, comme je le dis, dans le numérique. Donc,
avec vous, par exemple, on peut travailler ce côté, mais ça va demander des descentes sur le terrain, une vulgarisation assez globale et beaucoup de travail. Mais au final, je crois que les résultats vont même prouver que ça change, en fait. Voilà. Tout à fait, je suis d'accord, mais voilà, nous, communauté, nous avons eu un projet de ce genre, on a nommé US Découverte. Mais on n'est pas allé vers les grosses entreprises, on allait vers les startups où on proposait voilà, des discussions, tout ça là. Donc, on a fait avec certaines. Ça a duré quoi? Un mois, hein. Euh, L'équipe n'était pas. Je me retrouvais seul. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je ne veux pas toujours continuer pour faire seul, quoi. Donc, j'ai laissé tomber l'initiative. Mais l'initiative est toujours là parce que je savais très bien que la seule méthode pour pouvoir avoir des gens, c'est l'évangélisation. Après, on va marcher sur ce qui va avec. Euh, Ouais. on Pour dit cette, presque, oui. Oui, oui, continue. Non, tu peux pas. Tu peux parler. ouais, donc, pour ce type de projet, faut pas, faut trouver plus de volontaires. euh, et actuellement, il y en a beaucoup de volontaires qui seraient disponibles pour bosser sur de tels projets et faire des descentes. Il faudrait aussi un fonds sûrement pour leur déplacement. Euh, et je crois quand même que ça peut être géré. Je trouve. Quand même, c'est une très bonne initiative. Moi, je vous encouragerais quand même de Ok, continuer. merci bien. Mais bon, s'il y a personne, moi je compte toujours sur les gens. S'il y a personne pour pouvoir prendre l'initiative, à quoi bon le faire? Donc tu connais, peut-être en off, tu connais l'histoire un peu de tout ce qui va avec. Mais on continue nos discussions. On est presque vers la fin. C'est de voir et tu avais dit quelque chose en amont parce que j'ai noté des choses et tout ça là. C'était assez intéressant, assez riche. C'est important que les gens puissent connaître l'histoire du TDEV. C'est très important. Ça a motivé plein de trucs. 2020 et celui 2025, beaucoup de communautés se sont créées grâce à TDEV et par TDEV. Ça te dit que, mais pour certains, on n'y est pas encore. Toi-même, tu es d'accord qu'on n'y est pas. Il va falloir faire plus encore. Mais qu'est-ce que, t'avais demandé d'abord en une phrase. Comment est-ce qu'on peut peut-être définir TDEV? Tu m'as donné ça. Maintenant, je veux ça en trois mots. Elle dit, si on va dire TDEV, si pas exemple, on dit le motto, hein, la devise de TDEV, qu'est-ce que ça peut être en trois mots, en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire de TDEV en trois mots, si c'est possible? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de TDEV? Euh, oui, je dirais talent numérique et opportunité. Assez intéressant, c'est bien. Mais on n'a pas encore fini quand même. Raconte-moi une initiative. Moi, je veux que tu prennes TDEV, hein. TDEV fait la première édition ou carrément une autre initiative qui t'a vraiment marqué, où tu as vu tellement d'implications, où voilà, c'était ouf. Pour moi, je prendrais TDEV première édition, même la deuxième édition aussi, hein, parce que c'était grand public. Mais tu peux avoir un autre événement, petit soit-il, mais qui t'a vraiment montré que voilà, la force de l'équipe y est quelque chose de plus, en fait, que les gens n'ont pas vu, mais que toi, tu as décelé, en fait. Ah, bon. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Bon, je parlerai de notre programme Data Camp qu'on organise chaque année. Euh, Ça a fait 3 ans. Chaque, euh, à chaque lancement, on est toujours surpris du nombre de personnes qui sont intéressées. Avant même que il y ait le boom de l'intelligence artificielle et qu'on ne connaisse euh, OpenAI et tout, on avait commencé par faire des formations en sciences de données. Et l'engagement autour de la formation, là, chaque année, elle est toujours incroyable. Pour cette édition qu'on a lancée il y a quelques semaines,
On a plus de 1400 inscriptions et c'est vraiment tous les pays d'Afrique francophone, en fait, qui ont postulé. Togo, plus de 300, Bénin, plus de 300, la Côte d'Ivoire, je crois, plus de 100. Donc, c'est énorme, c'est incroyable. Et aussi, en fait, cette formation, en fait, moi, ça en dit long toutes les années. C'est que les gens sont vraiment aptes à apprendre les compétences qu'il faut, surtout quand il s'agit du numérique. Donc, perso, ça me procure beaucoup, ou bien énormément de joie de voir en fait cet engouement derrière. Voilà, parce que c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. En Voilà tout un peu. cas, en tout cas, félicitations. Juste pour terminer, Merci. qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un, en passant au résumé, quelqu'un qui nous écoute, ou carrément s'il y a un truc sur lequel tu voudrais revenir qu'on n'a pas pu aborder, un sujet, un truc comme ça, voilà, tu as parlé de DataCamp, déjà c'est un clin d'œil, on en fera cas aussi. S'il y a une autre activité ou carrément quelque chose que tu peux passer si quelqu'un regardait la vidéo, parce que ce sera une vidéo qui sera publiée, partagée. Donc, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde? Voilà. Bon, je dirais en fait que l'Afrique francophone a été longtemps considérée comme une sous-région euh, sous-qualifiée. Et ça fait mal de pouvoir se rendre compte de cette réalité. Et pour nous, en tant que jeunes francophones, il faudrait qu'on sache, qu'on soit conscient en fait qu'il y a du travail à faire, qu'il y a énormément de travail à faire pour pouvoir nous positionner et réellement mériter notre place dans l'écosystème global. Et bah, s'il y a un francophone qui écoute, on parle français, donc la personne qui tombera sur cette vidéo, forcément, serait un francophone. Il ne faut rien lâcher, faut rien lâcher, beaucoup bosser, euh, apprendre énormément, être stratégique et voilà, ne jamais se limiter. Notre problème en Afrique francophone, c'est qu'on se limite trop. Quand on fait petit, ça nous suffit. Et c'est pas comme ça, en fait, qu'on arrive à pouvoir atteindre des grandes choses. Donc, il faut garder la flamme, le désir de pouvoir faire plus sur une longue période. Et je crois que ensemble, en fait, on va relever le défi. Là, quand il s'agit du numérique, voilà, le numérique actuellement, il y a plusieurs manières, façons de pouvoir apprendre le numérique. Donc, pour un jeune débutant, je dirais, ne lâche pas. Ce n'est pas facile au début. Moi, j'avais mal à la tête quand j'apprenais. J'avais des bugs. J'avais mal à la tête avant quand je commençais. Mais petit à petit, avec beaucoup de courage d'abnégation, tu finiras par y arriver. Merci.